Ce que les gens ne disent jamais. L'art secret de lire les gens, comprendre le comportement humain et ne plus jamais être surpris. Auteur Ethan James Collins, édition Audiobook Express. Les mots sont des costumes, le comportement est la peau. Ethan James Collins, introduction. Le pouvoir tranquille de voir clairement. Il y a une chose que vous avez probablement remarquée en avançant dans la vie. Ce n'est pas que les gens sont compliqués, c'est qu'ils sont incohérents. Quelqu'un dit qu'il tient à vous, mais ses actions se retirent doucement, presque imperceptiblement, comme une marée qui part sans prévenir. Quelqu'un vous promet une loyauté sans faille, puis disparaît dès que cela devient gênant. Quelqu'un sourit, acquiesce, vous rassure, et agit ensuite comme si rien de tout cela n'avait eu la moindre importance. Et la partie la plus douloureuse dans tout ça, ce n'est pas la trahison en elle-même, c'est le moment où vous réalisez que vous n'avez pas vu venir. Ce moment précis, quand vous repassez les conversations dans votre tête et que vous vous demandez « Comment ai-je pu me tromper à ce point ?» La plupart des gens traversent la vie en croyant qu'ils comprennent les autres. Ils écoutent les mots, ils font confiance aux explications, ils présupposent les bonnes intentions. Et encore, ils se font prendre au dépourvu. Non pas parce qu'ils sont naïfs, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que personne ne leur a jamais appris comment le comportement humain fonctionne réellement. Ce livre audio existe pour cette raison, parce que les êtres humains se révèlent rarement de façon directe. Ils se révèlent indirectement, à travers des schémas, des réactions, des silences, des timings et sous pression. La vérité est simple, mais inconfortable. Les mots sont souvent des performances. Le comportement, lui, n'est presque jamais accidentel. Les gens disent ce qui semble juste. Ils disent ce qui protège leur image. Ils disent ce qui maintient leurs options ouvertes. Mais le comportement laisse transparaître la vérité. Vous pouvez entendre la sincérité dans un ton, mais vous pouvez la voir dans la constance. Vous pouvez croire les explications, mais vous pouvez faire confiance à la répétition. Et une fois que vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Vous arrêtez d'analyser excessivement les conversations. Vous arrêtez de repasser les moments dans votre tête en vous demandant ce que vous avez manqué. Et vous arrêtez de vous blâmer de ne pas avoir été plus intuitif. Parce que l'intuition n'est pas de la magie, c'est de l'observation entraînée. Ce livre audio n'est pas un manuel de manipulation. Il n'est pas question de contrôle. Et il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de clarté. Il s'agit d'apprendre à observer sans projeter. Comment écouter sans absorber. Comment voir les gens tels qu'ils sont, pas comme vous espérez qu'ils seront. La plupart des malentendus ne viennent pas de la malveillance. Ils viennent de suppositions. Vous supposez que les autres pensent comme vous. Vous supposez que leurs valeurs reflètent les vôtres. Vous supposez que l'honnêteté est universelle. Mais le comportement humain ne fonctionne pas sur des suppositions. Il fonctionne sur des incentives, des émotions, des peurs et des habitudes inconscientes. Et plus tôt vous voyez cela, plus vous devenez en sécurité et serein. Il y a un pouvoir tranquille dans la compréhension des gens. Quand vous pouvez lire le comportement, vous n'avez pas besoin de réassurance constante. Quand vous reconnaissez les schémas émotionnels, vous ne courez pas après la clarté. Quand vous remarquez les réactions plutôt que les mots, la confusion disparaît. Vous arrêtez de demander « Pourquoi a-t-il fait ça ?» et vous commencez à dire « Bien sûr qu'il a fait ça ». Non pas avec amertume, mais avec conscience. Ce livre audio vous guidera à travers les mécanismes cachés de la façon dont les gens pensent, réagissent, se protègent et se révèlent, souvent sans s'en rendre compte. Vous apprendrez pourquoi les réactions émotionnelles sont plus honnêtes que les explications et pourquoi le silence communique souvent plus que la parole, pourquoi la pression expose le caractère plus vite que le confort et pourquoi l'observateur calme voit toujours plus que le participant réactif. Vous confronterez aussi quelque chose de plus profond. La raison pour laquelle nous jugeons mal les gens n'est pas seulement à cause d'eux, c'est à cause de nous. Nous projetons. Nous remplissons les lacunes avec nos propres valeurs. Nous interprétons le comportement à travers l'espoir personnel. Et une fois que vous devenez conscient de cette tendance,
vous gagnez quelque chose de rare, la capacité de prendre du recul, d'observer plutôt que de réagir, de comprendre plutôt que de personnaliser, de choisir la clarté sur la confusion. En vous écoutant, ne vous précipitez pas. Laissez les schémas s'ancrer. Laissez les exemples se connecter au moment que vous avez vécu. Ce ne sont pas des informations conçues pour vous impressionner. C'est une perspicacité conçue pour vous protéger. À la fin de ce livre audio, vous ne verrez pas les gens comme bons ou mauvais. Vous les verrez comme prévisibles. Et quand le comportement devient prévisible, le chaos émotionnel perd son emprise. Vous n'avez pas besoin de contrôler les gens. Vous n'avez pas besoin de les confronter. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer sans fin. Vous devez simplement voir clairement. Et la clarté, tranquille, constante, inébranlable, c'est là que commence le vrai pouvoir. Si vous aimez ce que vous entendez, téléchargez le livre complet en format PDF depuis notre site officiel. Le lien se trouve dans la description. Et rejoignez des milliers de lecteurs qui ont transformé leur façon de voir le monde. Chapitre 1. La plupart des gens jouent un rôle. Imaginez un acteur qui, après 20 ans sur scène, ne sait plus très bien où finit son personnage et où commence l'homme véritable. Il entre dans un restaurant et adopte automatiquement la voix qu'il utilise pour commander. Légèrement plus douce, légèrement plus charmante, calibrée pour la serveuse. Il rencontre un vieil ami et ajuste instantanément son ton pour correspondre à l'énergie de la pièce. Il rentre chez lui le soir et se retrouve à jouer le père patient, le mari présent, l'homme qui a tout compris. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que, après des années de pratique, la performance est devenue sa façon d'être dans le monde. Cet acteur, c'est tout le monde. La plupart des gens croient sincèrement qu'ils sont eux-mêmes. Ils croient que leur personnalité est authentique, que leurs opinions sont originales, que leur comportement reflète qui ils sont vraiment. Mais si vous ralentissez et observez attentivement, sans jugement, sans émotion, vous commencez à remarquer quelque chose d'inconfortable. Les gens ne sont pas en train d'être, ils sont en train de jouer, le masque social. Dès l'enfance, les êtres humains apprennent une leçon silencieuse qui façonne presque chaque interaction qu'ils auront jamais. L'acceptation est conditionnelle. L'approbation doit être gagnée. L'appartenance nécessite un ajustement. Observez un enfant de 3 ans. Il est explosif, authentique, totalement lui-même. Il pleure sans honte, rit sans retenue, dit exactement ce qu'il pense. Puis quelque chose se passe. Les adultes réagissent. Certains comportements sont récompensés par des sourires, des câlins, de l'attention. D'autres sont accueillis par le silence, la désapprobation, le retrait affectif. L'enfant, dont le cerveau est conçu pour la survie sociale, enregistre tout cela. Il apprend à s'adapter. Il regarde les réactions. Il teste des comportements. Il découvre ce qui est récompensé et ce qui est rejeté. Avec le temps, ces ajustements cessent de sembler temporaires. Ils se durcissent en habitude. Et finalement, l'habitude devient identité. Ce que vous rencontrez souvent n'est pas la personne telle qu'elle est, mais le rôle qu'elle croit devoir jouer. Et le plus troublant dans tout ça, la plupart du temps, elle ne le sait même pas. Le masque et le visage ont fusionné si profondément qu'elle ne fait plus la différence. Mais comment les environnements sociaux façonnent de la performance ? Chaque environnement social récompense quelque chose de différent. Au travail, la confiance est louée, même si elle est creuse. Dans les relations, la complaisance est valorisée, même si elle est malhonnête. Dans les cercles sociaux, l'humour, la domination ou le charme deviennent des monnaies d'échange. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, peut-être un collègue qui est brillant et respectueux avec les supérieurs, mais condescendant avec les subordonnés. Ou un ami qui est généreux et attentionné en groupe, mais qui devient négligent et exigeant dans la privacité d'une relation intime. La même personne, des environnements différents, des performances radicalement différentes. Ce n'est pas de la manipulation délibérée dans la plupart des cas, c'est de la survie. Les êtres humains sont des créatures profondément sociales et les systèmes sociaux punissent l'authenticité,
quand elles menacent l'harmonie ou le statut. Alors la plupart des gens choisissent la sécurité plutôt que la vérité. Ils choisissent de s'intégrer plutôt que de se démarquer. Ils choisissent d'être aimés plutôt que d'être connus. Le problème n'est pas que les gens portent des masques. Le problème, c'est d'oublier que le masque n'est pas le visage. Pourquoi les mots sont le signal le plus faible ? Quand quelqu'un vous dit qui il vous dit souvent qui il veut être vu comme étant. Les mots sont délibérés. Les mots sont filtrés. Les mots sont conçus. Les gens s'expliquent d'une manière qui protège leur image. Ils décrivent leurs intentions, pas leur schéma. Ils racontent des histoires qui justifient leur comportement plutôt que de le révéler. C'est pourquoi se fier uniquement aux mots mène à la confusion. Quelqu'un dit qu'il valorise l'honnêteté, mais évite les conversations difficiles. Quelqu'un affirme la loyauté, mais disparaît sous pression. Quelqu'un insiste sur le fait qu'il tient à vous, mais ses actions dérivent doucement. Ces contradictions ne signifient pas que les gens sont mauvais. Elles signifient que les gens sont incohérents, surtout quand leur image de soi est en jeu. Le comportement, en revanche, est plus difficile à simuler dans le temps. Le comportement est la confession inconsciente. Le comportement laisse transparaître la vérité de petites façons répétées. Comment quelqu'un répond-il quand il n'obtient pas ce qu'il veut ? Comment agit-il quand personne ne regarde ? Comment traite-t-il les gens qui ne lui offrent rien en retour ? Ces moments ne nécessitent aucun discours, aucune explication, aucune justification. Ils sont automatiques, tandis que les mots viennent de l'intention, le comportement vient du conditionnement. Ils révèlent ce à quoi une personne retourne par défaut quand elle ne gère pas consciemment les impressions. C'est pourquoi les observateurs expérimentés ne demandent pas rarement « qu'ont-ils dit ?» Ils demandent « qu'ont-ils fait ?» et combien de fois. L'histoire de Marcus et Leila. Permettez-moi de vous parler de Marcus. Marcus était le genre d'homme dont tout le monde parlait en bien. Charismatique, éloquent, généreux lors des premiers rendez-vous. Il arrivait avec des fleurs, des mots soigneusement choisis, des regards qui donnaient l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Leila, qu'il avait rencontrée lors d'un dîner entre amis, était convaincue qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un de vraiment bien. Les premiers mois ont été magnifiques. Puis les petites choses ont commencé. Marcus changeait de sujet chaque fois que Leila soulevait un problème. Au début, elle a attribué cela à la nervosité, puis au stress du travail, puis à une mauvaise journée. Mais le schéma persistait. Chaque fois qu'elle exprimait un besoin, Marcus soit minimisait, soit changeait de sujet, soit transformait la conversation en discussion sur ses propres besoins. Ces mots étaient parfaits. Je suis là pour toi. Tu peux tout me dire. Je t'écoute. Son comportement racontait une histoire différente, complètement différente. Ce n'est qu'1 an plus tard, en discutant avec une amie proche, et que Leila a entendu quelque chose qui l'a frappée. « Leila, tu m'as dit que tu dois toujours gérer ses émotions avant de pouvoir parler des tiennes. Ce n'est pas de la présence, c'est de la performance. » La performance, le mot s'est enfoncé. Marcus ne mentait pas délibérément. Il jouait le rôle du partenaire attentionné parce que c'était l'image qu'il avait de lui-même. Mais son comportement, répété, constant, non filtré, racontait une vérité différente. La vérité de quelqu'un qui manquait d'espace émotionnel pour autrui. Leila n'avait pas manqué des signaux parce qu'elle était naïve. Elle les avait manqués parce qu'elle écoutait les mots au lieu d'observer les comportements. Le confort de croire à l'acte. Beaucoup de gens préfèrent la performance. Croire à l'acte, c'est réconfortant. Cela permet l'espoir. Cela permet l'optimisme. Cela évite des conclusions inconfortables. Accepter le comportement pour ce qu'il est semble plus difficile que questionner les motifs. Mais ce confort a un coût. Quand vous croyez au rôle au lieu d'observer le schéma, vous jugez mal le caractère. Vous excusez les incohérences. Vous rationalisez les signaux d'alarme. Vous supposez des malentendus là où il y a des signaux répétés. Et puis, quand la réalité perce enfin, elle semble soudaine, même si elle se formait silencieusement depuis longtemps. Comprendre que la plupart des gens jouent un rôle n'est pas une question de cynisme, c'est une question de précision.
Comment observer sans devenir froid? Voir la performance ne nécessite pas de jugement. Vous n'avez pas besoin de confronter. Vous n'avez pas besoin d'accuser. Vous n'avez pas besoin de vous retirer émotionnellement. Vous devez simplement observer. Observez ce qui change sous pression. Observez ce qui reste cohérent d'une situation à l'autre. Observez comment quelqu'un se comporte quand il perd le contrôle du récit. Le vrai caractère émerge quand la performance devient difficile à maintenir. Ce type d'observation crée le calme. Vous arrêtez de chercher la clarté à travers la conversation. Vous arrêtez d'exiger des explications. Vous laissez le comportement parler à son volume naturel. Et quand vous faites cela, quelque chose de subtil se produit en vous. Vous devenez moins réactif, moins surpris, moins tiré émotionnellement. Non pas parce que vous vous souciez moins, mais parce que vous voyez davantage le pouvoir de la conscience tranquille. La plupart des gens sont épuisés par les malentendus. Ils rejouent les conversations. Ils analysent comment les tons. Ils remettent en question leur propre jugement. Mais le problème est rarement le manque d'intelligence. C'est l'attention mal placée. Une fois que vous déplacez votre attention des mots vers le comportement, la confusion perd son emprise. Vous arrêtez d'essayer de décoder les personnalités à travers la conversation seule. Vous laissez le temps et la cohérence révéler ce que la parole essaie de cacher. Cela ne vous rend pas distant. Cela vous rend ancré. Vous apprenez à vous engager sans illusion, à vous connecter sans vous leurrer, à faire confiance à l'observation plutôt qu'à l'espoir. Et dans un monde plein de performances, ce type de conscience est rare, parce que pendant que la plupart des gens jouent quand l'observateur comprend silencieusement, et la compréhension, claire, stable, chez non émotionnel, est le fondement de la lecture des gens sans être contrôlé par eux. Faites une pause ici. Pensez à quelqu'un dans votre vie dont les mots et les actions ne s'alignent jamais tout à fait. Que vous dit leur comportement que leurs paroles ne disent pas? Prenez 30 secondes. Laissez la réponse venir à vous. Chapitre 2. Le comportement révèle. Ce que les mots tentent de cacher. Il y a une femme que j'appellerai Sophia, professeure de lycée dans une petite ville, respectée par ses collègues, adorée de ses élèves. Chaque année, lors de la cérémonie de remise des diplômes, elle se levait et prononçait les mêmes mots. « Je serai toujours là pour vous. Ma porte est toujours ouverte. » Et elle le pensait sincèrement, vraiment. Mais si vous aviez regardé de près, pas ses discours, pas ses intentions déclarées, mais le fil quotidien de son comportement, vous auriez vu une image différente. Sophia était perpétuellement indisponible. Elle reportait les réunions de parents. Elle oubliait les promesses de lettres de recommandation. Elle disparaissait émotionnellement lorsqu'un élève avait vraiment besoin d'elle, remplaçant la présence par des explications convenablement élaborées. Pas malveillante, pas menteuse au sens conventionnel, mais ses paroles et son comportement ne correspondaient tout simplement jamais. Et ceux qui dépendaient de ses paroles étaient continuellement déçus. Le comportement de Sophia révélait ce que ses mots essayaient de dissimuler, qu'elle valorisait son image d'enseignante dévouée davantage que la pratique réelle du dévouement. Pourquoi le comportement est plus honnête que la parole? Les mots sont faciles à façonner. Le comportement ne l'est pas. C'est l'une des vérités les plus importantes à comprendre si vous voulez lire les gens clairement. Les êtres humains parlent avec intention. Ils choisissent les mots soigneusement, filtrant souvent inconsciemment ce qu'ils disent à travers la peur, le désir, l'image et l'autoprotection. Le comportement, cependant, émerge de l'habitude. Il apparaît quand la pensée s'arrête et que l'instinct prend le relais. C'est pourquoi le comportement révèle ce que les mots essaient tant si fort de dissimuler. Quand quelqu'un vous dit qui il est, il offre un récit. Quand quelqu'un vous montre qui il révèle un schéma. Et les schémas ne mentent pas. La plupart des gens supposent que l'honnêteté vit dans le langage. Ils écoutent attentivement les explications, les promesses, les excuses et les raisons. Ils croient que la clarté vient en parlant des choses. Mais la psychologie humaine fonctionne différemment.
L'esprit est incroyablement habile pour justifier le comportement après coup. Les mots sont souvent utilisés pour expliquer l'inconfort, pas pour révéler la vérité. Le comportement ne s'explique pas, il se répète simplement. L'écart entre parole et action. L'espace le plus révélateur dans le comportement humain est l'écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. Cet écart n'est pas accidentel. Il se forme quand l'intention entre en conflit avec la réalité, quand l'image de soi se heurte à l'habitude, quand le désir rencontre l'inconfort. Les gens parlent de qui ils veulent être. Ils agissent selon qui ils ont l'habitude d'être. Cette différence explique pourquoi les mots semblent souvent convaincants dans l'instant, mais décevants avec le temps. Le langage fonctionne dans le présent. Le comportement se révèle dans le temps. Si vous voulez comprendre quelqu'un, arrêtez d'écouter l'intensité et commencez à observer la cohérence. L'intensité peut être fabriquée. La cohérence ne peut pas. Pensez aux personnes dans votre vie qui vous ont dit « tu peux toujours compter sur moi ». Combien de fois l'ont-ils prouvé ? Pas lors d'un grand geste dramatique, mais dans les petites choses. Répondre quand vous avez besoin d'eux. Se souvenir de ce qui compte pour vous. Être présent quand c'est inconvenant. C'est la cohérence qui compte, pas les déclarations. Les excuses sont de la fumée psychologique. Quand le comportement ne correspond pas aux mots, les excuses apparaissent. Non, les excuses ne sont pas aléatoires. Ce sont des écrans de fumée psychologique. Ils détournent l'attention du schéma et la ramènent vers l'explication. Ils semblent raisonnables. Ils font appel à l'empathie. Ils vous invitent à donner le bénéfice du doute. Une ou deux fois, ce doute peut être justifié. Mais quand les excuses deviennent fréquentes, elles cessent d'être des explications et commencent à être des signaux. Les explications répétées sont souvent des aveux, sans conscience. Quelqu'un qui est constamment en retard aura toujours une raison. Quelqu'un qui évite la responsabilité aura toujours du contexte. Quelqu'un qui franchit les limites justifiera toujours l'intention. Ce qui importe n'est pas de savoir si l'excuse semble logique. Ce qui importe, c'est de savoir si le comportement change. Si ce n'est pas le cas, l'excuse n'a aucune importance. Les micro-comportements disent la vérité. La plupart des gens cherchent des signaux dramatiques, grandes trahisons, discussions bruyantes, mensonges évidents. Mais le comportement humain est plus honnête dans ses plus petites expressions. Les micro-comportements parlent doucement, mais de façon constante. Comment quelqu'un répond-il quand les plans changent ? Comment gère-t-il l'inconvénient ? Comment réagit-il quand il ne reçoit pas une validation immédiate ? Ces moments révèlent la maturité émotionnelle, le droit, la patience et le respect plus précisément que n'importe quelle autodescription pourrait jamais le faire. Les gens mentent rarement avec leurs habitudes. Les habitudes se forment lentement et se renforcent inconsciemment. Elles reflètent des priorités internes, pas une présentation externe. Donc, si quelqu'un vous valorise, son comportement se déplacera naturellement vers vous. S'il ne le fait pas, la distance apparaîtra sans annonce. Voici quelque chose qui vaut la peine d'être observé dans n'importe quelle relation. Comment quelqu'un se comporte-t-il après un conflit ? Non pas pendant. Les gens sont souvent sur leur meilleure conduite, cherchant à résoudre, à apaiser. Mais après, quand la tension est retombée, quand personne ne regarde, reviennent-ils à leurs habitudes habituelles ? Maintiennent-ils les changements qu'ils ont promis ? Ou est-ce que le schéma reprend exactement là où il s'était arrêté, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu ? Ce moment après est l'un des tests de comportement les plus fiables qui existent. Pourquoi nous ignorons la vérité comportementale ? Les gens ne luttent pas pour voir le comportement. Ils luttent pour accepter ce que cela implique. Le comportement force des conclusions. Les mots permettent l'espoir. Accepter le comportement signifie lâcher le potentiel, lâcher les futurs imaginés, lâcher qui vous pensiez que quelqu'un pourrait être. Alors, à la place, beaucoup de gens expliquent le comportement. Ils supposent un malentendu. Ils attendent de la clarté. Ils cherchent la bonne conversation qui alignera enfin les mots avec les actions. Mais l'alignement ne vient pas de la conversation. Il vient du choix.
et le choix se montrent dans le comportement. Il y a une psychologue qui a étudié les schémas de relations pendant plus de 30 ans. Elle a découvert quelque chose de remarquable. La plupart des gens savent, et à un niveau profond, ce que quelqu'un fait réellement. Ils ont les données comportementales. Ils l'ont compilé pendant des mois, parfois des années, mais ils continuent à demander des clarifications, à chercher des conversations, à attendre des explications, parce que les données comportementales impliquent une décision qu'ils ne sont pas encore prêts à prendre. La clarté n'est pas toujours ce que nous cherchons. Parfois, nous cherchons la permission de continuer à croire ce que nous voulons croire. Lire sans enchevêtrement émotionnel. Comprendre le comportement ne nécessite pas de confrontation. Vous n'avez pas besoin de défier les incohérences. Vous n'avez pas besoin d'exiger des explications. Vous n'avez pas besoin d'exposer les contradictions. Vous devez simplement remarquer. Remarquer et tranquille. C'est interne. Cela ne provoque pas de défensivité ni n'escalade les conflits. Cela vous permet d'ajuster vos attentes sans essayer de changer l'autre personne. C'est là que l'intelligence émotionnelle devient pratique. Vous arrêtez de réagir à ce que les gens disent et commencez à répondre à ce qu'ils montrent. Vous laissez le comportement informer les limites. Vous laissez les schémas guider la confiance. Cela ne vous rend pas détaché. Cela vous rend précis. La liberté de voir clairement. Quand vous commencez à prioriser le comportement sur les mots, la confusion s'estompe. Vous cessez de vous remettre en question. Vous cessez de courir après des explications. Vous cessez de personnaliser l'incohérence. Au lieu de cela, vous voyez la réalité telle qu'elle est. Et certaines personnes sont cohérentes. Certaines personnes sont situationnelles. Certaines personnes sont fiables uniquement quand c'est commode. Rien de tout cela ne nécessite de jugement. Cela nécessite seulement de la conscience. Et la conscience vous donne la liberté. Liberté des faux espoirs. Liberté du tourbillon émotionnel. Liberté d'être persuadé par la parole que le comportement ne soutient jamais. Les mots peuvent inspirer. Les mots peuvent réconforter. Mais le comportement dit la vérité, même quand personne n'a l'intention qu'il le fasse. Et une fois que vous apprenez à lire cette vérité, calmement, régulièrement, sans résistance, vous arrêtez d'être confus par les gens. Vous les comprenez. Avant de continuer vers le chapitre suivant, vous faites une pause ici et réfléchissez à cette citation. Ce que les gens font quand personne ne regarde est leur seule véritable signature. Et si vous appréciez ce livre, laissez un commentaire et dites-nous quel moment vous a le plus frappé jusqu'ici. Votre réflexion aide d'autres personnes à trouver ce contenu. Chapitre 3. Les réactions émotionnelles. Expose la vérité intérieure. Il y a un exercice que certains thérapeutes utilisent et classent avec leurs clients. Ils leur posent une question apparemment simple. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une réaction disproportionnée, quand vous avez répondu de manière plus intense que la situation ne semblait le mériter. Qu'est-ce que vous protégiez ? La plupart des gens s'arrêtent. Ce n'est pas une question à laquelle ils pensent habituellement. Et ils pensent à leurs réactions comme à des réponses aux événements extérieurs. Mais le thérapeute pose une question différente. Il demande ce que la réaction dit sur l'intérieur. Parce que les réactions émotionnelles ne sont jamais vraiment sur l'extérieur. Elles sont sur ce que l'extérieur a touché à l'intérieur. Les gens révèlent plus d'eux-mêmes dans un moment d'émotion que dans des heures d'explication. C'est parce que les réactions émotionnelles sont rarement planifiées. Elles se surgissent avant que l'esprit ait le temps de filtrer, de polir ou de protéger une image. Dans ces brefs moments, la colère, la défensivité, la jalousie, la peur, la structure intérieure d'une personne devient visible. L'émotion comme information. L'émotion n'est pas une faiblesse, c'est de l'information. La plupart des gens mal comprennent les réactions émotionnelles parce qu'ils les jugent moralement au lieu de psychologiquement. Ils étiquettent les réactions comme bonnes ou mauvaises, appropriées ou inappropriées, au lieu de poser la question plus utile, que protège cette réaction ? Chaque réaction émotionnelle est une défense de quelque chose d'interne. Quand quelqu'un devient disproportionnellement en colère,
quelque chose d'important a été menacé. Quand quelqu'un devient défensif, une image de soi fragile a été touchée. Quand quelqu'un se retire émotionnellement, une peur d'exposition ou de perte est présente. Ces réactions ne sont pas aléatoires. Elles pointent directement vers des vulnérabilités intérieures. Pensez à la dernière fois que vous avez vu quelqu'un exploser lors d'une discussion à peine significative. Ou quelqu'un qui s'est complètement fermé après un léger désaccord. Ou quelqu'un dont le ton a changé de façon spectaculaire lorsque leurs compétences ont été remises en question. Ces moments ne parlent pas de la situation en surface. Ils parlent de ce que la situation a activé en dessous. Pourquoi les réactions fortes comptent plus que les déclarations calmes? Les déclarations calmes sont contrôlées. Les réactions émotionnelles sont spontanées. Quand quelqu'un parle calmement de ses valeurs, il décrit comment il veut être perçu. Quand quelqu'un réagit émotionnellement, il révèle ce qui compte vraiment pour lui, souvent sans s'en rendre compte. Une personne qui prétend avoir confiance mais réagit vivement à la critique protège son insécurité. Une personne qui dit être indifférente mais réagit avec jalousie révèle son attachement. Une personne qui insiste sur sa loyauté mais réagit défensivement aux questions garde un récit. L'intensité émotionnelle signale l'importance. Plus la réaction est forte, plus vous êtes proche d'un noyau psychologique. Cela ne signifie pas que vous devriez provoquer les gens pour les tester. La vie offre naturellement suffisamment de moments de stress, de désaccord et d'inconfort. Tout ce que vous devez faire, c'est observer comment les gens répondent quand ces moments arrivent. L'histoire de Daniel Daniel était directeur d'une agence de communication. Il se présentait lui-même comme quelqu'un de ouvert au feedback, quelqu'un qui valorisait la communication honnête dans son équipe. Et quand tout allait bien, il était tout cela, chaleureux, accessible, encourageant. Mais un jour, lors d'une réunion d'équipe, une jeune employée a doucement suggéré une approche différente pour une campagne client. Rien de critique, rien d'agressif, juste une perspective différente. Daniel s'est figé un bref instant, puis son ton a légèrement changé, pas dramatiquement, mais suffisamment. Il a expliqué pourquoi son approche était correcte, en citant son expérience, son passé, ses résultats. Il a détaillé les lacunes dans l'idée de l'employé. Il a terminé par un sourire, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. L'équipe a appris ce jour-là quelque chose que les déclarations de Daniel n'avaient jamais révélé, qu'il pouvait tolérer le feedback dans la théorie, mais pas dans la pratique, que son identité était étroitement liée à l'idée d'être le plus intelligent dans la pièce, que le désaccord, même respectueux, se sentait comme une attaque. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que sa réaction a dit la vérité que ses mots niaient toujours. Les déclencheurs sont des panneaux indicateurs psychologiques. Un déclencheur n'est pas un accident. C'est un panneau indicateur. Les gens sont déclenchés là où ils sont non résolus. Quand un commentaire, un retard, une limite ou un désaccord produit une réaction qui semble plus grande que la situation, quelque chose de plus profond est activé. Souvent, la personne qui réagit ne répond pas au moment présent, mais à une vieille blessure émotionnelle. C'est pourquoi les réactions semblent parfois hors de proportion. La situation est petite, l'émotion est grande. Comprendre cela vous permet de lire les gens sans prendre leurs réactions personnellement. Leurs réactions ne vous concernent pas, elles les concernent. Si quelqu'un devient furieux parce que vous avez annulé des plans au dernier moment, peut-être que cela vous parle un peu de leur fiabilité et beaucoup de leur peur d'être abandonné. Si quelqu'un se ferme complètement quand vous soulevez un désaccord, peut-être que cela vous dit un peu de la situation actuelle et beaucoup de leur relation à la sécurité dans les relations. Les déclencheurs ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des archives psychologiques. Et si vous apprenez à les lire, vous comprenez l'histoire que quelqu'un porte, même quand ils ne peuvent pas articuler cette histoire eux-mêmes. La défensivité révèle l'image de soi. La défensivité est l'un des signaux émotionnels les plus clairs. Une personne défensive ne protège pas la vérité, elle protège comment elle se perçoit. Quand quelqu'un ne peut pas tolérer d'être questionné, corrigé ou même doucement défié,
Cela suggère que son identité est fragile. Il s'appuie sur un récit spécifique pour se sentir stable, et toute menace à ce récit semble dangereuse. C'est pourquoi la défensivité apparaît souvent comme de la colère, du rejet, du sarcasme ou une explication excessive. L'objectif n'est pas de résoudre le problème. L'objectif est de restaurer le confort interne. Quand vous remarquez de la défensivité, vous regardez le bord du concept de soi de quelqu'un. Et cette observation seule vous en dit plus sur qui ils sont que des mois de conversation polie ne pourraient jamais le faire. La colère montre où le contrôle est perdu. La colère est souvent mal comprise comme une force. En réalité, elle signale généralement une perte de contrôle. Les gens se mettent en colère quand quelque chose sur lequel ils comptent est remis en question. Autorité, respect, prévisibilité, domination ou validation. La colère tente de réaffirmer le contrôle sur une situation qui semble menaçante. C'est pourquoi la colère apparaît souvent quand les limites sont fixées. Une personne qui réagit avec colère à une limite simple révèle un droit. Une personne qui réagit avec rage à un désaccord révèle une insécurité. Les personnes calmes n'ont pas besoin d'intimider. Les personnes sûres n'ont pas besoin de dominer. La colère révèle où quelqu'un se sent impuissant. Et paradoxalement, ceux qui se sentent le plus impuissants à l'intérieur ont souvent le plus besoin de projeter le pouvoir vers l'extérieur. Le retrait parle aussi fort qu'une explosion. Toutes les réactions émotionnelles ne sont pas bruyantes. Certaines personnes disparaissent, elles se taisent, elles s'éteignent. Le retrait est souvent une stratégie apprise tôt dans la vie. Il protège contre le conflit, le rejet ou la vulnérabilité. Quand les émotions semblent écrasantes ou dangereuses, le système nerveux choisit la distance. Cette réaction révèle la peur, pas l'indifférence. Quelqu'un qui se retire au lieu de communiquer évite souvent l'exposition, pas le sentiment. C'est l'une des erreurs les plus courantes dans les relations. Interpréter le silence et le retrait comme un manque de soin. Mais le retrait émotionnel dit souvent exactement le contraire. Que les enjeux semblent trop élevés, que la vulnérabilité semble trop dangereuse, mais que quelque chose de très important a été touché. La question n'est pas de savoir si quelqu'un ressent, c'est de savoir s'il peut exprimer ce qu'il ressent en toute sécurité. Et si la réponse est non, c'est une information importante sur ce à quoi ressemblera la relation sous pression. Comment observer la vérité émotionnelle sans réagir ? La clé pour lire les réactions émotionnelles est la distance. Pas la distance physique, mais la distance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous n'avez pas besoin de corriger. Vous n'avez pas besoin de refléter l'intensité. Vous remarquez simplement. Remarquez ce qui a déclenché la réaction. Remarquez son intensité. Remarquez à quelle vitesse elle se résout. Ou pas. Avec le temps, des schémas émotionnels deviennent moins visibles. Certaines personnes réagissent de façon explosive et récupèrent rapidement. Certaines tiennent le ressentiment tranquillement. Certaines oscillent entre les extrêmes. Ces schémas vous disent à quel point quelqu'un est émotionnellement sûr, stable et prévisible. Le don de la conscience émotionnelle. Quand vous apprenez à lire les réactions émotionnelles, vous cessez d'en être confus. Vous ne demandez plus « Pourquoi ont-ils agi comme ça ?» Vous comprenez ce que cette réaction protège. Cette compréhension vous donne le choix. Vous choisissez jusqu'où vous tenez. Vous choisissez ce que vous partagez. Vous choisissez avec quel comportement vous vous engagez. Les émotions cessent de contrôler la situation. Elles deviennent de l'information, tranquille, révélatrice et précise. Et avec cette conscience, là vous commencez à voir les gens plus clairement que les mots ne l'ont jamais permis. Si vous hochez la tête en ce moment, pensez à quelqu'un qui vient à l'esprit, pas pour le juger, mais pour le comprendre différemment. La compréhension, c'est la liberté. Chapitre 4. Le silence parle, plus fort que les mots. Il existe un vieux test utilisé dans les négociations diplomatiques depuis des décennies. On l'appelle parfois le test du silence confortable. C'est simple. Vous posez une question et vous attendez. Vous ne remplissez pas l'espace. Vous ne reformulez pas.
Vous n'adoucissez pas, vous posez la question et vous vous installez dans le silence qui suit. Ce qui arrive ensuite révèle tout. Certaines personnes tolèrent le silence avec aisance. Elles réfléchissent, prennent leur temps, répondent quand elles sont prêtes. Mais d'autres deviennent instantanément agitées. Elles remplissent le vide avec des justifications, des qualificatifs, des informations qu'on ne leur a pas demandées. Elles surexpliquent. Elles rattrapent l'espace, comme si le vide en lui-même était une menace. Cette différence entre confort dans le silence et urgence de le remplir est l'une des fenêtres les plus claires sur le monde psychologique interne de quelqu'un. Le silence enlève le masque. La parole permet aux gens de se performer. Le silence supprime le scénario. Quand la conversation s'arrête, il n'y a aucune occasion immédiate de gérer la perception. Pas d'explication rapide, pas de charme, pas de défense. Ce qui reste, c'est la posture, l'expression, le timing et la réaction. Certaines personnes s'installent dans le silence avec aisance. D'autres s'agitent, ne surexpliquent ou deviennent anxieuses. Cette différence est importante. Le confort avec le silence signale souvent la stabilité interne. L'inconfort révèle la dépendance à la validation externe ou au contrôle. Les personnes qui ont besoin de parler constamment essaieront souvent de guider la façon dont elles sont perçues. Le silence interrompt cet effort. Quand vous faites une pause et ne dites rien, vous permettez au système nerveux de l'autre personne de se révéler. La pression d'un moment sans réponse devient en elle-même un test. La pression d'un moment sans réponse. Le silence crée une pression psychologique. Un message sans réponse. Une pause après une question. Un regard calme et stable sans commentaire. Ces moments invitent la vérité à la surface. Les gens remplissent instinctivement le silence. Ils offrent des informations qu'on ne leur a pas demandées. Ils clarifient sans y être invités. Ils justifient sans accusation. Ce qui émerge dans ces moments est souvent plus révélateur que le questionnement direct ne pourrait jamais l'être. C'est pourquoi les négociateurs expérimentés, les thérapeutes et les observateurs s'appuient sur le silence, non pas pour intimider, mais pour permettre à l'honnêteté de surgir d'elle-même. Le silence ne force pas la vérité, il l'autorise. Pensez à la dernière fois que vous avez envoyé un message important et attendu la réponse. La façon dont l'autre personne a répondu, la rapidité, le contenu, le ton ou même l'absence de réponse vous a probablement dit plus que vous ne le pensiez sur la façon dont il vous valorise, combien vous êtes une priorité et comment il gère l'inconfort. Là, ce n'est pas paranoïa, c'est de l'observation. Ce que le silence révèle sur le caractère. Le silence révèle des choses différentes selon le contexte. Quand quelqu'un se tait après avoir été confronté à son comportement, cela signale souvent une prise de conscience. Il sait que quelque chose a été vu. Le silence devient un moment de recalibrage. Quand quelqu'un se retire dans le silence au lieu de communiquer, cela peut signaler de l'évitement ou une peur de la vulnérabilité. Quand quelqu'un reste calme et présent dans le silence, cela indique souvent de la confiance et une régulation émotionnelle. La clé n'est pas le silence lui-même, mais le schéma. Le silence est-il utilisé pour penser ou pour punir, pour réfléchir ou pour éviter, pour réguler ou pour manipuler? Ces distinctions sont importantes. Le silence et les dynamiques de pouvoir. Dans les dynamiques sociales, le silence déplace souvent le pouvoir. Les personnes qui parlent moins sont souvent plus écoutées. Leurs mots ont du poids parce qu'ils ne sont pas dilués par l'excès. Leur présence commande l'attention parce qu'elle ne la réclame pas. C'est pourquoi les individus confiants ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne s'inquiètent pas de remplir l'espace ou de prouver leur valeur. Ils laissent les moments se dérouler naturellement. D'un autre côté, les personnes qui se sentent incertaines surcommuniquent font plus souvent. Elles se répètent, elles cherchent une confirmation, elles expliquent quand aucune explication n'est nécessaire. Le silence révèle où réside le pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir en soi-même. L'histoire de Camille et son manager. Camille
était une avocate jeune, mais talentueuse dans un grand cabinet. Son manager, Thierry, était connu pour ses longs monologues lors des réunions. Des explications sans fin, des justifications des décisions qu'on ne lui avait pas demandé d'expliquer, un besoin constant de valider sa propre expertise. Au début, Camille a pris cela pour de l'enthousiasme, mais au fil du temps, elle a remarqué quelque chose. Thierry parlait le plus quand il était le moins sûr de lui. Ses monologues s'étiraient quand la décision était ambiguë, quand ses résultats étaient décevants, quand il sentait son autorité remise en question. Un jour, lors d'une réunion client particulièrement difficile, quand le client a posé une question directe et quelque peu critique, Thierry a répondu pendant 11 minutes, sans pause, sans vérifier si le client avait été entendu. Ce n'était pas une démonstration de compétence, c'était la fuite du silence, parce que le silence, pour Thierry, se sentait comme de l'exposition. Camille a appris quelque chose d'important ce jour-là. Les personnes les plus sûres dans n'importe quelle pièce sont souvent celles qui parlent le moins. Pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de le dire pour être sûres que leur valeur est reconnue. La différence entre silence et retrait. Il est important de distinguer le silence du retrait. Le silence est une présence sans bruit. Le retrait est une absence. Le silence peut être attentif, ancré et intentionnel. Le retrait est souvent protecteur ou évitant. Quelqu'un qui est silencieux mais engagé, écoutant, observant, répondant de façon réfléchie, démontre une maturité émotionnelle. Quelqu'un qui utilise le silence pour punir, contrôler ou éviter la responsabilité révèle une insécurité. Encore une fois, le comportement raconte l'histoire. Le silence punitif est particulièrement révélateur. C'est le silence utilisé comme une arme, quand quelqu'un se tait pour vous faire ressentir l'anxiété de leur désapprobation, pour vous forcer à atteindre, à expliquer, à vous excuser. Ce type de silence dit « Je peux te faire souffrir sans dire un mot ». Et il peut. Mais il révèle aussi quelque chose sur l'utilisateur, qu'il manque de la capacité à exprimer le mécontentement directement et qu'il s'appuie sur des tactiques de contrôle passif pour gérer la relation. Utilisez le silence pour lire, ou pas pour contrôler. Ce livre audio ne parle pas d'utiliser le silence comme tactique. Il parle de comprendre ce que le silence révèle naturellement. Vous n'avez pas besoin de créer des situations inconfortables. La vie quotidienne offre suffisamment de pauses, de retards et de moments calmes. Votre rôle est de remarquer ce que les gens font dans ces moments. Se précipitent-ils à rassurer? Deviennent-ils défensifs? Restent-ils calmes et présents? Ces réponses ne sont pas aléatoires. Elles reflètent le confort interne avec l'incertitude et la conscience de soi. Quand vous arrêtez de remplir le silence vous-même, quelque chose change. Vous arrêtez de gérer la perception. Vous arrêtez d'expliquer inutilement. Vous arrêtez de réagir impulsivement. Vous devenez un observateur. Le silence crée la sécurité émotionnelle pour vous. Quand vous permettez le silence, vous protégez votre énergie émotionnelle. Vous ne vous précipitez pas à clarifier les malentendus qui ne vous appartiennent pas de réparer. Vous ne vous débordez pas pour maintenir le confort. Vous ne livrez pas d'explications pour apaiser l'anxiété des autres. Vous laissez les moments parler. Cela crée de la sécurité émotionnelle parce que vous ne portez plus les conversations seules. Vous permettez à la responsabilité de rester partagée. Et ce faisant, vous gagnez de la clarté. L'avantage de l'observateur calme. La personne qui est à l'aise avec le silence voit plus. Elle remarque les micro-réactions. Elle ressent les changements de ton et de posture. Elle reconnaît l'hésitation et la certitude. Elle n'est pas distraite par le bruit. Cela ne la rend pas distante ou froide. Cela la rend présente. Le silence ralentit l'interaction. Et quand les choses ralentissent, la vérité a de l'espace pour apparaître. Dans un monde plein de paroles constantes, la capacité à rester tranquille, sans inconfort, est rare. Et les compétences rares créent un avantage. Le silence ne réclame pas l'attention, il la commande. Et une fois que vous comprenez cela, vous commencez à entendre ce que les mots ne pourront jamais dire.
Beaucoup de gens qui lisent ce chapitre me disent qu'il a changé leur façon de se voir dans les conversations. Si c'est le cas pour vous, partagez ce livre avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, le bon livre au bon moment change tout. Chapitre 5. Comment les gens traitent les autres. C'est comment ils vous traiteront. Il y a une chose que les enquêteurs expérimentés savent, que les thérapeutes comprennent et que les gens ordinaires apprennent souvent trop tard. Vous ne voulez pas savoir comment quelqu'un vous traite quand tout va bien. Vous voulez savoir comment il traite le serveur qui a fait une erreur sur la commande. Vous voulez savoir comment il parle à son assistant téléphonique quand il est pressé. Vous voulez savoir comment il réagit quand quelqu'un de moins important lui demande une faveur. C'est là que le caractère vit. L'une des façons les plus fiables de comprendre quelqu'un. L'une des façons les plus fiables de comprendre quelqu'un n'a rien à voir avec la façon dont il vous traite. Tout dépend de la façon dont il traite les personnes qui ne peuvent pas leur bénéficier. C'est là que le comportement humain devient honnête. Quand les gens veulent quelque chose de vous, approbation, connexion, opportunité, confort, ils sont souvent à leur meilleur comportement. Ils sont attentifs, agréables, généreux et patients. Cette version 2 semble convaincante parce qu'elle est intentionnelle. Mais l'intention s'estompe quand il n'y a rien à gagner. Comment quelqu'un traite les serveurs, les assistants, les subordonnés, les étrangers, les anciens amis ou les gens qui ne servent plus un but, cela révèle plus que n'importe quelle interaction personnelle ne pourrait jamais le faire. Parce que dans ces moments, aucune performance n'est requise. La politesse est souvent conditionnelle. Beaucoup de gens sont polis par stratégie, pas par nature. Ils savent quand la politesse paie. Ils savent quand la gentillesse est remarquée. Ils savent quand la retenue protège leur image. Mais observez ce qui se passe quand le levier social disparaît. Le respect reste-t-il quand il n'y a pas de public ? La patience reste-t-elle quand un inconvénient apparaît ? L'empathie reste-t-elle quand le pouvoir est déséquilibré ? Ces moments dépouillent l'incitation à performer. Quelqu'un qui est constamment respectueux dans les contextes révèle son caractère. Quelqu'un qui est sélectivement gentil révèle un calcul. Et le calcul n'est pas intrinsèquement malveillant, mais il est révélateur. Le mythe « ils sont différents avec moi ». L'une des auto-illusions les plus courantes est de croire que quelqu'un est différent avec vous. Les gens disent souvent « ils ne sont pas comme ça avec moi » ou « tu ne vois pas le côté d'eux que je vois ». Et dans un sens étroit, cela peut être vrai. Les gens adaptent leur comportement en fonction de la relation. Mais l'adaptation n'équivaut pas à la transformation. Si quelqu'un rejette régulièrement les autres, les abaisse, les manipule ou manque de responsabilité, ce schéma existe indépendamment de la façon dont il vous traite aujourd'hui. Il peut ne pas surgir immédiatement. Il peut attendre le confort, le stress ou la familiarité. Mais il surgira. Le caractère ne change pas à cause de la proximité. Il se révèle avec le temps. Il y a une raison pour laquelle tant d'histoires relationnelles commencent de la même façon. Au début, c'était parfait. Et puis, le « et puis » n'est pas une révélation de qui ils sont vraiment devenus. C'est une révélation de qui ils ont toujours été, simplement dans une phase différente de l'expression. Comment les gens parlent peu ou des autres ? Faites attention à comment les gens parlent de ceux qui ne sont pas présents. Parlent-ils avec mépris ? Se moquent-ils des vulnérabilités ? Se présente-t-il comme la victime dans chaque histoire ? La façon dont quelqu'un raconte le comportement des autres reflète sa lentille interne. Quelqu'un qui critique constamment les autres répète comment il vous encadrera un jour. Quelqu'un qui viole la vie privée des autres finira par violer la vôtre. Quelqu'un qui partage les secrets librement ne développera pas soudainement de discrétion. La parole sur les autres est une répétition pour le comportement futur. Voici un test simple mais fiable. Pensez à quelqu'un dans votre vie que vous êtes enclin à défendre. Maintenant, pensez à comment ils parlent des gens avec qui ils ont eu un conflit dans le passé. Comment parlent-ils de leurs ex-partenaires ? Comment décrivent-ils leurs anciens amis ? Comment parlent-ils de ceux qui les ont déçus ? Si chaque histoire les place comme la partie lésée, innocente,
et l'autre comme irrémédiablement défectueux, c'est un schéma. Et les schémas se répètent. Le respect coule vers le bas, pas vers le haut. N'importe qui peut montrer du respect vers le haut. Les gens sont polis avec les autorités. Ils sont accommodants avec le statut. Ils sont prudents avec ceux qui peuvent affecter leurs résultats. Cela vous dit très peu. Ce qui importe, c'est comment le respect coule vers le bas. Comment quelqu'un traite-t-il les gens qu'il ne craint pas ? Cela révèle comment il se rapporte au pouvoir. Comment il se comporte quand il détient l'avantage révèle sa base éthique. Une personne qui utilise le pouvoir doucement révèle l'autocontrôle. Une personne qui utilise le pouvoir pour dominer révèle l'insécurité. Vous n'avez pas besoin d'imaginer comment quelqu'un pourrait vous traiter différemment à l'avenir. Vous pouvez observer comment il traite déjà les autres quand les rôles sont inversés. Excuser les schémas est un investissement émotionnel. Quand les gens ignorent ces signaux, ce n'est généralement pas parce qu'ils ne les voient pas. C'est parce que les reconnaître nécessiterait un ajustement émotionnel. Lâchez l'admiration, lâchez l'espoir, lâchez l'idée que cette personne est différente. Alors l'esprit explique, il contextualise, il rationalise. Ils étaient sous pression, ils ne le voulaient pas vraiment, ils avaient une mauvaise journée. Encore une fois, l'explication remplace l'observation. Les moments isolés peuvent être pardonnés, les schémas répétés ne peuvent pas. Observez la cohérence dans les contextes. La façon la plus précise de lire quelqu'un est de l'observer dans des situations différentes. Observez-les quand ils sont loués. Observez-les quand ils sont challengés. Observez-les quand ils sont ignorés. Observez-les quand ils sont en contrôle. La cohérence dans les contextes signale l'intégrité. L'incohérence signale un comportement basé sur les rôles. Cela ne signifie pas juger, cela signifie calibrer les attentes. Vous n'avez pas besoin de confronter ou d'accuser. Vous notez simplement ce qui est présent et ajustez la confiance, la proximité ou la responsabilité que vous placez dans la relation. Voir clairement sans perdre la compassion. Comprendre comment les gens traitent les autres ne nécessite pas d'amertume. Cela nécessite de la clarté. Vous pouvez reconnaître la limitation sans ressentiment. Vous pouvez reconnaître le comportement sans diaboliser la personne. La plupart des gens agissent depuis le conditionnement, pas l'intention, depuis la peur, pas la malveillance. Voir cela ne signifie pas excuser le préjudice. Cela signifie comprendre la limitation. Et comprendre la limitation empêche la déception de se transformer en amertume. Vous apprenez à rencontrer les gens là où ils sont, pas là où vous souhaitez qu'ils soient. C'est de la maturité, la liberté d'une perception précise. Quand vous cessez de croire que les gens sont différents avec vous, là quelque chose se stabilise en vous. Vous cessez d'être surpris, vous cessez de surinvestir, vous cessez de personnaliser le comportement qui n'a rien à voir avec vous. Vous commencez à vous rapporter aux gens tels qu'ils sont, pas comme exception. Et cette précision, tranquille, ancrée, non réactive, est l'une des formes les plus puissantes d'intelligence émotionnelle. Parce qu'une fois que vous voyez comment quelqu'un traite les autres, vous n'avez plus à vous demander comment il finira par vous traiter. Faites une pause ici. Pensez à quelqu'un dans votre vie que vous avez défendu en disant « mais ils sont différents avec moi ». Maintenant, regardez comment ils traitent ceux qui n'ont rien à leur offrir. Que voyez-vous ? Chapitre 6. L'insécurité. Finit toujours par se voir. Il y a une idée fausse répandue sur l'insécurité. Les gens pensent que ça ressemble à quelqu'un qui tremble dans un coin, évitant les regards, s'excusant continuellement. Mais l'insécurité la plus courante ne ressemble pas à ça du tout. Elle ressemble à de l'arrogance. Elle ressemble à de la domination. Elle ressemble à une certitude excessive, à une critique constante, à une urgence de prouver. L'insécurité est l'une des rares forces psychologiques qui ne restent jamais cachées longtemps. Les gens peuvent gérer les impressions. Ils peuvent répéter la confiance. Ils peuvent adopter l'autorité, le charme ou la composure. Mais l'insécurité fuit. Elle fuit à travers le ton, le timing, le contrôle, la comparaison et la réaction. Elle apparaît non pas dans ce que les gens disent quand les choses vont bien,
mais dans la façon dont ils se comportent quand leur sens de la valeur est silencieusement menacé. La différence entre confiance et insécurité. La vraie confiance est calme. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle n'est pas pressée de prouver quoi que ce soit. Elle ne nécessite pas un accord constant. Les personnes confiantes sont à l'aise avec le silence, le désaccord et le délai. Elles n'interprètent pas la différence comme une menace. Les personnes insécures, cependant, vivent le monde comme instable. Leur sens de la valeur dépend de la validation externe. Donc, tout ce qui le perturbe semble dangereux. C'est pourquoi l'insécurité se masque souvent en intensité. Des opinions fortes, une certitude rigide, une domination inutile. Ce ne sont pas des signes de force intérieure. Ce sont des tentatives de stabiliser une image de soi fragile. Mais voici comment vous pouvez distinguer les deux dans la pratique. La personne confiante peut dire « je ne sais pas » sans anxiété. La personne insécure doit toujours avoir une réponse. La personne confiante peut être en désaccord sans écraser. La personne insécure doit gagner. La personne confiante peut entendre les critiques sans s'effondrer. La personne insécure doit les réfuter, les minimiser ou les retourner. Ce ne sont pas des jugements moraux, ce sont des marqueurs comportementaux. Et une fois que vous savez les chercher, ils deviennent impossibles à manquer. Le contrôle est une fuite commune. L'un des signes les plus clairs d'insécurité est le besoin de contrôler. Les personnes insécures tentent de gérer les résultats, les personnes et les récits. Elles luttent avec l'incertitude et s'appuient sur le contrôle pour réduire l'anxiété. Cela peut ressembler à une micro-gestion des conversations, à la correction de détails mineurs, au besoin d'avoir raison, à la direction des autres de manière inutile. L'objectif n'est pas l'efficacité, l'objectif est la réassurance. Quand quelqu'un se sent sûr intérieurement, il n'a pas besoin de contrôler extérieurement. Il fait confiance à sa capacité d'adaptation. Le contrôle révèle la peur, pas l'autorité. Pensez au manager qui vérifie constamment le travail de son équipe sans raison. Ou au partenaire qui doit savoir où vous êtes à tout moment. Ou à l'ami qui redirige chaque conversation vers lui-même. Ce n'est pas de la méchanceté, dans la plupart des cas. C'est la façon dont l'insécurité se stabilise, en maintenant une emprise étroite sur ce qu'elle peut contrôler. La comparaison révèle un conflit intérieur. Les personnes sécures ne se comparent pas constamment aux autres. Elles peuvent remarquer les différences, mais elles ne se sentent pas diminuées par elles. Les personnes insécures, cependant, vivent dans la comparaison. Elles mesurent le statut. Elles suivent la reconnaissance. Elles se sentent menacées par le succès qui n'est pas le leur. Cette comparaison fuit souvent à travers des comportements subtils, minimiser les réalisations des autres, rediriger les conversations vers elles-mêmes, se moquer de ce qu'elles envient secrètement. Ces comportements sont rarement conscients. Ce sont des réactions protectrices. L'insécurité transforme le succès des autres en un miroir et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Il y a quelque chose de particulièrement révélateur dans la façon dont les gens répondent aux bonnes nouvelles des autres. Une personne confiante peut célébrer le succès d'un autre sans réserve. Elle peut être enthousiaste, généreuse dans sa félicitation, véritablement heureuse pour l'autre. Une personne insécure répondra souvent avec ce qu'on appelle une félicitation, mais. Félicitations, mais ce n'était pas si difficile. Ou avec une distraction. Oh, au fait, j'ai moi-même. Ou avec un silence notable, une énergie changée, un retrait subtil. Observez comment les gens répondent quand vous annoncez de bonnes nouvelles. C'est l'un des tests les plus propres du caractère qui existent. La surréaction est un signal. Une autre fuite courante est la surréaction, quand le feedback produit de la défensivité, et quand les limites produisent de la colère, quand le désaccord produit un retrait ou de l'hostilité. Ces réactions ne concernent pas la situation. Elles sont qu'elles concernent ce que la situation touche intérieurement. La surréaction signale que quelque chose d'important a été menacé, la valeur de soi, l'image ou l'identité. Les personnes sécures peuvent absorber l'inconfort sans s'effondrer. Les personnes insécures vivent l'inconfort comme un danger. Cette différence façonne tout.
Pourquoi l'insécurité est-elle souvent prise pour de la force? Dans de nombreux environnements sociaux, le comportement insécure est récompensé. La bruyance est prise pour du leadership. La certitude est prise pour de l'intelligence. La domination est prise pour de l'autorité. Mais ces traits s'effondrent sous une pression soutenue. Les individus insécures luttent avec la responsabilité. Ils résistent au retour. Ils dévient la responsabilité. Ils protègent leur image au détriment de la croissance. La vraie force n'a pas besoin de protection. Elle peut tolérer l'exposition. Comment observer l'insécurité sans juger? Reconnaître l'insécurité ne nécessite pas de critique. Cela nécessite de la neutralité. Vous n'avez pas besoin d'étiqueter, de confronter ou de diagnostiquer. Vous remarquez simplement les schémas. La personne a-t-elle besoin d'une validation constante? Lutte-t-elle à être questionnée? Réagit-elle fortement à des challenges mineurs? Ces observations vous permettent de calibrer la proximité, la confiance et les attentes. Vous n'attendez pas la stabilité émotionnelle d'une fragilité émotionnelle. Vous n'attendez pas l'humilité de quelqu'un qui protège son ego. Ce n'est pas du jugement, c'est du réalisme, le rôle de la compassion et de la distance. L'insécurité est souvent ancrée dans des expériences précoces. Le rejet, la négligence, l'instabilité, tout cela laisse des marques. Comprendre cela peut adoucir votre perspective sans vous aveugler. La compassion ne nécessite pas la proximité. Vous pouvez comprendre l'insécurité sans en absorber les conséquences. Vous pouvez empathiser sans vous placer sur son chemin. Les limites ne sont pas des punitions, elles sont une protection. L'avantage tranquille de la sécurité émotionnelle. Quand vous êtes sécure, l'insécurité devient visible sans être contagieuse. Vous ne reflétez pas l'intensité. Vous ne vous engagez pas dans la comparaison. Vous ne rivalisez pas pour la validation. Vous restez stable. Cette stabilité est désarmante. Elle enlève le carburant sur lequel repose le comportement insécure. Et surtout, elle vous permet de voir clairement, parce que l'insécurité fuit toujours. Et une fois que vous apprenez à reconnaître ces schémas, vous cessez d'être confus par le comportement qui semblait autrefois imprévisible. Vous comprenez le signal sous le bruit. Et cette compréhension vous donne le contrôle, pas sur les gens, mais sur votre réponse à eux. Ce moment peut être celui qui change quelque chose en vous. Restez avec lui. Respirez. Pensez à une relation dans votre vie où l'insécurité se manifeste, peut-être même la vôtre. Que cela vous apprend-il sur ce qui est vraiment protégé? Chapitre 7. Les gens se révèlent, sous pression. Imaginez 2 chefs de cuisine. Les 2 excellents dans des conditions normales. Les 2 produisent de beaux repas. Quand le service est calme, les ingrédients sont disponibles et l'équipe est reposée. Sur leur meilleur comportement, ils sont presque impossibles à distinguer. Puis un samedi soir arrive. La pluie a réduit l'équipe de moitié. Une livraison d'ingrédients n'est pas arrivée. Les réservations sont doubles des prévisions. Tout tombe en même temps. Et là, vous voyez qui ils sont vraiment. L'un reste concentré. Il priorise, adapte, communique clairement à son équipe et navigue dans le chaos avec une précision tranquille. L'autre panique. Il crie, il blâme, il devient rigide là où la flexibilité est nécessaire. Il répand sa propre anxiété dans toute la cuisine. Les 2 étaient moins compétents dans le calme. Seul l'un était caractère sous pression. La pression fait ce que le confort ne peut pas. La pression supprime la répétition. Elle efface la performance. Elle expose les priorités. Quand la vie est douce, les gens peuvent maintenir presque n'importe quelle image. Ils peuvent être patients, généreux, composés et agréables. Mais quand la pression arrive, délai, conflit, perte, incertitude, le système nerveux prend le relais. Et dans ce moment, le comportement devient honnête. La pression ne crée pas le caractère. Elle le révèle. C'est pourquoi la façon la plus précise de lire les gens ne se fait pas pendant les conversations calmes, mais pendant les moments de tension. Pourquoi la pression change tout? Sous pression, le cerveau passe de la réflexion à la réaction. Il y a moins de temps pour gérer les impressions, moins d'énergie pour filtrer les réponses. L'esprit retourne à ce qu'il connaît le mieux.
habitude, instinct, conditionnement. Certaines personnes deviennent concentrées et décisives. Certaines deviennent défensives et rigides. Certaines deviennent évitantes. Certaines deviennent contrôlantes. Ces réactions ne sont pas des choix dans le moment. Ce sont des réponses apprises. Et parce qu'elles sont apprises, elles se répètent. La pression révèle la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle n'est pas mesurée par la façon dont quelqu'un se comporte quand les choses vous sont faciles. Elle est mesurée par la façon dont il répond quand les attentes s'effondrent. Prennent-ils la responsabilité ou détournent-ils le blâme? Communiquent-ils ou se retirent-ils? Régulent-ils l'émotion ou la propagent-ils? Les personnes avec une maturité émotionnelle vivent le stress intérieurement et le gèrent en privé. Les personnes sans cela extériorisent le stress. Elles soit le projettent sur les autres, créent des conflits ou exigent une réassurance. La pression révèle si quelqu'un peut tenir l'inconfort sans le distribuer à tout le monde autour de lui. Et c'est l'une des compétences les plus importantes qu'un être humain peut avoir. Non pas l'absence d'être affecté, mais la capacité de contenir les faits. La pression teste les valeurs, pas les mots. Beaucoup de gens parlent avec confiance de leurs valeurs. Intégrité, loyauté, respect, responsabilité. Mais les valeurs ne sont pas prouvées par la parole. Elles sont testées quand les maintenir coûte quelque chose. La pression crée ce coût. Sous pression, les gens choisissent entre le confort et le principe, entre la commodité et la responsabilité, entre l'honnêteté et l'autoprotection. Ces choix sont souvent subtils, couper les coins, déplacer le blâme, éviter les conversations difficiles. Mais subtil ne signifie pas sans importance. Les schémas formés sous pression définissent la fiabilité plus précisément que n'importe quelle déclaration ne pourrait jamais le faire. Comment le conflit révèle le caractère? Le conflit est une forme concentrée de pression. Il enlève la politesse et révèle comment quelqu'un gère le désaccord. Écoute-t-il ou domine-t-il? Cherche-t-il la compréhension ou la victoire? Reste-t-il ancré ou escalade-t-il? La façon dont quelqu'un se dispute vous dit comment il pense quand il se sent menacé. Les personnes qui ne peuvent pas tolérer le désaccord équivalent souvent l'opposition au rejet. Leurs réactions sont menées par la peur, pas la logique. Les personnes qui restent calmes pendant le conflit ne sont pas indifférentes. Elles sont régulées. Elles peuvent séparer l'identité de l'opinion. Cette capacité, rare et précieuse, est l'un des indicateurs les plus clairs de la force psychologique. Il y a une différence critique entre quelqu'un qui argumente pour résoudre et quelqu'un qui argumente pour gagner. Et cette différence est presque toujours visible dans les premières minutes d'un conflit. Quelqu'un qui veut résoudre pose des questions, cherche à comprendre, peut tenir les deux perspectives en même temps, peut dire « je n'avais pas pensé à ça », sans que cela semble une défaite. Quelqu'un qui veut gagner interrompt, reformule votre position de façon moins flatteuse, escalade quand il se sent perdre du terrain, revient au même point encore et encore parce que la résolution n'est pas l'objectif, la victoire l'est, les délais et la responsabilité. La pression temporelle expose les priorités. Quand le temps est limité, les gens révèlent ce qui compte le plus. Honorent-ils les engagements ou renégocient-ils sans communication? Se présentent-ils ou disparaissent-ils? Gèrent-ils le stress ou le laissent-ils les gérer? La responsabilité sous pression révèle la fiabilité. Quelqu'un qui suit constamment sous stress est fiable. Quelqu'un qui s'effondre sous une pression mineure ne va pas soudainement devenir stable plus tard. La pression ne rend pas les gens peu fiables. Elle révèle si la fiabilité a jamais été là. L'erreur d'expliquer la pression. Beaucoup de gens excusent le comportement sous pression. Ils étaient stressés, ils avaient beaucoup. Ils ne voulaient pas dire ça. Le stress explique pourquoi le comportement s'est produit. Il ne change pas ce qui s'est passé. Si la pression produit constamment du manque de respect, de l'évitement ou de l'agression, cette réaction fait partie du schéma comportemental de la personne. Comprendre le contexte ne nécessite pas d'ignorer la réalité. L'avantage de rester calme.
quand vous restez calme sous pression, vous gagnez de la clarté. Vous voyez qui panique, vous voyez qui manipule, vous voyez qui reste stable. Le calme crée du contraste et le contraste révèle la vérité. Cela ne signifie pas supprimer l'émotion. Cela signifie ne pas laisser l'émotion dicter le comportement. L'observateur calme n'absorbe pas le chaos, il l'étudie. Ce que la pression finit par vous montrer. La pression vous montre qui quelqu'un devient quand le confort disparaît. Pas qui il prétend être, pas qui il est à son meilleur, mais qui il retourne par défaut quand le contrôle glisse. Et une fois que vous comprenez cela, vos attentes deviennent précises. Vous cessez d'être surpris par l'effondrement. Vous cessez d'être déçu par l'évitement. Vous cessez d'être confus par l'incohérence. Vous voyez la structure sous la surface. La pression enlève le masque. Et ce qui reste est la personne avec laquelle vous avez réellement affaire. Cette connaissance, tranquille, ancrée et précise, vous permet de vous déplacer dans les relations avec clarté au lieu d'illusion. Et la clarté sous pression, c'est le pouvoir. Si vous ressentez ça en ce moment, donc sachez que vous n'êtes pas seul et vous pouvez réécouter n'importe quand. Ce livre est conçu pour vous servir encore et encore, selon les endroits où vous êtes dans votre vie. Chapitre 8. Pourquoi vous continuez à mal? Juger les gens. Il y a une question que beaucoup de gens ne se posent jamais vraiment honnêtement. Pourquoi ai-je encore mal jugé quelqu'un que je connaissais depuis des années? La réponse habituelle est simple. Je n'avais pas assez d'informations. Ou ils m'ont menti. Ou ils ont changé. Mais dans la plupart des cas, ces réponses sont trop commodes. La plupart du temps, l'information était là. Les signaux étaient là. Le comportement était là. Et quelque part dans l'espace entre voir et accepter, une distorsion s'est produite. Parce que la vraie raison pour laquelle les gens continuent à mal juger les autres n'est pas le manque d'informations. C'est la distorsion. La perception humaine n'est pas neutre. La perception humaine est filtrée par l'émotion, la mémoire, l'espoir, la peur et les valeurs personnelles. Et si vous ne comprenez pas ces filtres, vous continuerez à voir les gens non pas tels qu'ils sont, mais tels que votre esprit les remodèle silencieusement. Il ne s'agit pas d'une faiblesse unique, c'est de la biologie humaine. Le cerveau ne traite pas la réalité directement. Il la filtre, l'interprète et la modifie pour correspondre à ses attentes existantes. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous avons tendance à remarquer et à retenir les informations qui confirment ce que nous croyons déjà et à ignorer ou minimiser ce qui ne le fait pas. Et ce biais opère même quand nous pensons être objectifs. La projection, se voir dans les autres. L'une des distorsions les plus puissantes est la projection. La projection se produit quand vous supposez que les autres pensent, ressentent et valorisent les choses comme vous le faites. Vous interprétez leurs actions à travers votre propre cadre interne, pas le leur. Si vous êtes honnête, vous supposez l'honnêteté. Si vous êtes loyal, vous attendez la loyauté. Si vous communiquez directement, vous croyez que les autres feront de même. Cela semble raisonnable, cela semble humain, et c'est la façon la plus rapide de mal juger les gens. La projection est réconfortante parce qu'elle préserve un sentiment d'ordre. Elle vous permet de croire que le monde fonctionne sur des règles partagées. Mais le comportement humain ne suit pas un seul code moral. Il suit un conditionnement individuel. Les gens ne sont pas erronés d'être différents, mais ils sont dangereux quand vous supposez une similitude qui n'existe pas. L'espoir n'est pas la perception. Une autre raison pour laquelle les gens mal jugent les autres, c'est l'espoir. L'espoir remplit les lacunes avec la possibilité. Il interprète l'ambiguïté généreusement. Il retarde les conclusions. Il transforme les schémas en exceptions. L'espoir dit « Ils ne l'ont pas voulu. Ils changeront. Cette fois, ce sera différent. » L'espoir n'est pas stupide. C'est un investissement émotionnel. Quand vous voulez qu'une relation, un résultat ou une version de quelqu'un existe, votre perception se penche vers ce désir. Vous minimisez le comportement qui le contredit. Ou vous amplifiez les mots qui le soutiennent. L'espoir rend les mots plus forts que les actions. Et parce que l'espoir semble positif,
les gens le remettent rarement en question. Ils le confondent avec la bonté, l'optimisme ou la profondeur émotionnelle. En réalité, l'espoir est un prisme et les prismes déforment. La douleur familière semble sûre. Les gens mal jugent aussi les autres parce que la familiarité semble sûre, même quand elle fait mal. L'esprit est attiré par ce qu'il reconnaît, les schémas de l'enfance, les relations passées ou les expériences émotionnelles précoces créent des modèles internes. Quand quelqu'un correspond à ces modèles, il semble familier, réconfortant, connu, même si le schéma inclut la déception, la négligence ou l'instabilité. C'est pourquoi les gens font parfois confiance à ceux qui les déçoivent à plusieurs reprises, tout en restant méfiants envers ceux qui se comportent de façon cohérente. La douleur familière est prévisible. Un comportement sain semble inconnu et l'inconnu déclenche la prudence. Cela conduit à des jugements erronés tragiques où les personnes fiables sont sous-évaluées et les personnes incohérentes sont continuellement excusées. Il y a un terme pour cela en psychologie, répétition compulsive. La tendance à rechercher des schémas familiers, même quand ils sont douloureux, parce que la familiarité offre au moins la certitude. Mieux vaut connaître le chaos que de risquer l'inconnu du sein. Reconnaître ce schéma en vous-même ne demande pas de honte, il demande de la conscience. Et la conscience, lentement, crée des choix. La surexplication est un signe d'avertissement. Une autre distorsion apparaît quand vous expliquez le comportement plus que vous ne l'observez. L'explication semble productive, elle semble réfléchie, mais l'explication excessive signale souvent une résistance à ce que le comportement montre déjà. Quand vous vous trouvez à constamment interpréter, contextualiser et rationaliser les actions de quelqu'un, demandez-vous pourquoi l'observation seule ne semble pas suffisante. La vérité ne nécessite pas une traduction constante. Le comportement qui s'aligne sur les mots est facile à accepter. Le comportement qui les contredit exige une explication, et c'est là que prospère le mauvais jugement. L'attachement émotionnel obscurcit la précision. Plus vous êtes émotionnellement proche, plus il est difficile de voir clairement. L'attachement crée des biais. Il amplifie les traits positifs et minimise les négatifs. Il reformule l'incohérence comme de la complexité. Il interprète le préjudice comme un malentendu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Le système nerveux priorise la connexion. Voir clairement menace parfois cette connexion. Alors l'esprit compromet la perception pour préserver l'attachement. C'est pourquoi la distance restaure la clarté. Pas le froid émotionnel, mais suffisamment d'espace pour observer sans avoir besoin d'un résultat spécifique. Le besoin d'être choisi. Beaucoup de mauvais jugements sont menés par un désir inconscient d'être choisi, d'être spécial, d'être l'exception, d'être celui qui est traité différemment. Ce désir peut l'emporter sur l'épreuve. Quand quelqu'un traite les autres mal mais vous traite bien, cela semble affirmatif, cela semble une preuve de valeur, et l'esprit s'accroche à ce sentiment, même quand le schéma plus large est clair. Mais être choisi par quelqu'un d'instable ne signifie pas que vous êtes en sécurité. Cela signifie que vous êtes temporairement utile. Et l'utilité n'est pas la sécurité. Comment corriger la perception sans devenir cynique ? Corriger le mauvais jugement ne nécessite pas de suspicion de tout le monde. Cela nécessite de ralentir. Cela nécessite de séparer le comportement de l'interprétation, le schéma de l'explication, la preuve de l'émotion. Au lieu de demander « que voulait-il dire ?», demandez « que font-ils constamment ?». Au lieu de demander « pourquoi cela s'est-il passé ?», demandez « combien de fois est-ce que cela arrive ?» Ces questions vous font passer de l'interprétation à l'observation. La clarté est une compétence, pas un trait. Voir les gens clairement n'est pas un don réservé aux intuitifs. C'est une discipline d'observer sans remplir les lacunes, de remarquer sans secourir, de permettre à la réalité d'être ce qu'elle est, même quand elle déçoit. Quand vous lâchez la projection, la distorsion basée sur l'espoir et le biais émotionnel, quelque chose se stabilise en vous. Vous cessez de mal juger, non pas parce que les gens changent, mais parce que votre perception le fait. Et avec une perception précise,
vient la paix. Parce que la confusion n'a jamais été causée par des gens complexes. Elle a été causée par des filtres qui n'ont jamais été neutres. Une fois que ces filtres tombent, les gens deviennent remarquablement faciles à lire. Non pas parce qu'ils sont simples, mais parce que le comportement, quand il est vu clairement, ment rarement. Nombreux sont ceux qui m'écrivent pour me dire que ce chapitre a changé leur façon de se voir eux-mêmes. Si c'est votre cas, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience aide les autres à trouver ce qu'ils cherchent. Chapitre 9. Lire les gens sans devenir froid. Il y a une peur silencieuse qui accompagne l'apprentissage de la lecture des comportements humains. Beaucoup de gens ne l'articulent pas directement, mais elle est là. Elle ressemble à quelque chose comme « si je vois trop, est-ce que je vais finir par ne plus rien ressentir ?» C'est une peur compréhensible et elle est mal placée. La clarté ne requiert pas la froideur. La conscience ne demande pas le retrait. En fait, c'est tout le contraire. Quand vous arrêtez de mal comprendre les gens, vous devenez plus calme, plus ancré et plus capable de choisir comment vous vous liez à eux, au lieu de réagir aveuglément. Ce n'est pas de la distance, c'est de la liberté. Le faux choix entre empathie et conscience. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent choisir entre l'empathie et la perception. Ils pensent « si je vois leurs défauts, je ne serai pas gentil. Si je remarque leur schéma, je perdrai ma compassion. » Mais l'empathie sans conscience devient du sacrifice de soi. Et la conscience sans empathie devient du détachement. L'objectif n'est ni l'un ni l'autre. L'objectif est une compréhension ancrée. Vous pouvez reconnaître les limitations de quelqu'un sans les ressentir. Vous pouvez comprendre les blessures de quelqu'un sans vous y placer. Vous pouvez voir le comportement clairement sans le transformer en jugement. Cet équilibre, c'est ce que les personnes émotionnellement matures développent avec le temps. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pourquoi la froideur est souvent une défense ? La froideur ne vient habituellement pas de comprendre trop. Elle vient d'être blessée à plusieurs reprises sans clarté. Quand les gens se sentent confus, trahis ou épuisés émotionnellement, ils se protègent en s'éteignant. Ils deviennent distants, non pas parce qu'ils voient clairement, mais parce qu'ils ont été exposés sans limite. Comprendre le comportement humain correctement empêche ce résultat. Il vous permet d'ajuster avant que les dommages s'accumulent. Voir tôt signifie vous protéger tôt, non pas par retrait, mais par calibrage. Voir sans absorber. La compétence clé dans la lecture des gens est la séparation. La séparation entre ce que quelqu'un ressent et ce que vous devez porter, ce que quelqu'un lutte et ce que vous devez réparer, ce que quelqu'un révèle et ce que vous devez tolérer. Vous n'êtes pas tenu d'absorber ce que vous comprenez. Vous pouvez remarquer l'insécurité sans l'accommoder. Vous pouvez voir la manipulation sans vous y engager. Vous pouvez reconnaître l'instabilité émotionnelle sans être entraîné dedans. Ce n'est pas de la froideur, c'est du confinement. Et le confinement permet la chaleur durable parce que vous n'êtes pas épuisé par ce que vous avez absorbé. Les limites ne sont pas des punitions. Beaucoup de gens confondent les limites avec le rejet. Ils croient que fixer des limites signifie retirer le soin, l'affection ou le respect. En réalité, les limites sont ce qui permet aux soins d'exister sans ressentiment. Quand vous lisez les gens avec précision, vous ajustez naturellement la proximité. Vous ne partagez pas trop avec quelqu'un qui colporte des ragots. Vous ne vous appuyez pas sur quelqu'un qui évite la responsabilité. Vous ne cherchez pas de réassurance auprès de quelqu'un qui retient la cohérence. Cet ajustement n'est pas de la cruauté émotionnelle, c'est de l'intelligence émotionnelle. Vous rencontrez les gens là où ils sont, pas plus haut, pas plus bas. La compassion sans illusion. La vraie compassion est ancrée dans la réalité. Elle ne nécessite pas de prétendre que quelqu'un est différent de ce qu'il est. Elle ne dépend pas d'ignorer les schémas nuisibles. Elle ne demande pas une patience sans fin, sans responsabilité. La compassion dit « Je vous vois clairement et je choisis jusqu'où me tenir ». L'illusion dit « Je croirai ce qui fait moins mal maintenant ». L'illusion finit par s'effondrer. La compassion dure. Lâchez le besoin de réparer.
L'un des résultats les plus libérateurs de la compréhension du comportement humain est de libérer l'envie de réparer les autres. Quand vous mal lisez les gens, vous supposez que le changement n'est qu'une conversation de plus. Vous croyez que la clarté, l'effort ou l'amour transformeront les schémas. Mais quand vous lisez le comportement avec précision, vous voyez ce qui est stable et ce qui ne l'est pas. Vous arrêtez de négocier avec la réalité. Vous arrêtez d'investir de l'énergie dans des résultats improbables. Vous arrêtez de confondre le potentiel avec la probabilité. Cela ne vous rend pas pessimiste. Cela vous rend efficace. Restez chaleureux sans être vulnérable partout. La chaleur émotionnelle ne signifie pas une ouverture universelle. Vous pouvez être gentil sans être exposé. Vous pouvez être présent sans être permissif. Vous pouvez écouter sans inviter l'influence. La chaleur est une qualité interne, pas un échec de limite. Les gens qui semblent froids sont souvent ceux qui n'ont jamais appris à réguler la proximité. Ils oscillent entre la surexposition et le retrait. Lire les gens vous permet de rester stable. On approche avec ceux qui peuvent gérer la proximité, plus distant avec ceux qui ne peuvent pas, non pas avec jugement, mais avec précision. Le calme qui vient de la précision. Quand vous arrêtez de projeter, de surexpliquer et d'espérer contre l'épreuve, quelque chose s'installe en vous. Vous ne vous sentez plus tiré dans plusieurs directions émotionnelles. Vous ne vous sentez plus responsable de gérer les émotions des autres. Vous ne vous sentez plus surpris par le comportement qui vous déconcertait autrefois. Ce calme n'est pas de l'indifférence. C'est un alignement avec la réalité. Et l'alignement crée la paix. Choisir la connexion, pas l'obligation. Comprendre les gens vous donne le choix. Vous choisissez la connexion quand elle est mutuelle. Vous choisissez la distance quand elle est protectrice. Vous choisissez la patience quand elle est méritée, pas exigée. C'est la différence entre la maturité émotionnelle et l'épuisement émotionnel. Vous ne réagissez plus à qui vous pensiez que les gens étaient. Vous répondez à qui ils se montrent constamment être. Et ce faisant, vous restez ouvert sans être sans garde. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Voulez-vous aller plus loin dans cette leçon ? Téléchargez le guide complémentaire sur notre site. Il comprend des exercices pratiques pour appliquer ce que vous apprenez dans vos vraies relations. Chapitre 10. L'observateur. Calme détient le vrai pouvoir. La plupart des gens croient que le pouvoir vient de l'influence, du contrôle ou de la domination. Ils pensent que le pouvoir appartient à ceux qui parlent le plus fort, qui bougent le plus vite, à ceux qui exigent le plus d'attention. Mais le vrai pouvoir psychologique fonctionne différemment. Il est tranquille, il est stable et il appartient à la personne qui peut observer sans être tiré dans la réaction. L'observateur calme détient l'avantage, non pas parce qu'il manipule les autres, mais parce qu'il n'est pas manipulé lui-même. La réaction est une perte de contrôle. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous donnez des informations. Vous révélez ce qui vous affecte. Vous révélez où vos limites sont faibles. Vous révélez ce dont vous avez besoin. Les personnes réactives croient qu'elles expriment leur authenticité. En réalité, elles abandonnent le contrôle de leur état interne aux stimuli extérieurs. Quand quelqu'un peut vous provoquer facilement, il peut vous diriger. L'observateur calme n'élimine pas l'émotion. Il retarde la réponse. Ce retard crée de l'espace. Et l'espace, c'est là où vit le choix. Pensez à la dernière fois que vous avez dit ou fait quelque chose sous le coup de l'émotion et que vous l'avez regretté plus tard. La réaction a eu lieu. Le choix s'est perdu dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Rallongez cet espace, même d'une seconde, même d'un souffle, c'est là que se situe la pratique. Pourquoi l'observation crée l'effet de levier ? L'observation vous permet de voir les schémas avant de vous engager. Au lieu de répondre à des moments isolés, vous répondez aux tendances. Au lieu d'être emporté par le ton ou l'intensité, vous vous ancrez dans la cohérence. Cela vous donne un avantage, non pas sur les gens, mais sur les situations. Vous ne vous surengagez pas tôt. Vous n'escaladez pas inutilement. Vous ne révélez pas plus que nécessaire. Vous laissez les autres montrer leur jeu pendant que vous restez stable. Le calme n'est pas la passivité.
Le calme est souvent mal compris comme une faiblesse. En vérité, le calme nécessite de la force. Il faut de la force pour s'arrêter quand l'émotion urge la réaction. Il faut de la force pour écouter quand l'ego veut interrompre. Il faut de la force pour rester ancré quand les autres escaladent. Les personnes passives évitent l'action. Les personnes calmes choisissent le timing. L'observateur calme ne fuit pas la confrontation. Il la choisit soigneusement. La quiétude rend le comportement visible. Quand vous arrêtez de réagir, les autres remplissent l'espace. Ils parlent davantage, ils se justifient davantage, ils révèlent des motifs sans être interrogés. La quiétude supprime la résistance. Et sans résistance, le comportement coule naturellement. C'est pourquoi la présence calme est désarmante. Elle invite l'honnêteté, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle n'interfère pas. Voici quelque chose de contre-intuitif. Dans les situations conflictuelles, la personne qui parle le moins contrôle souvent le plus. Non pas parce qu'elle évite, mais parce que chaque mot qu'elle choisit de dire porte du poids. Elle n'a pas épuisé sa présence dans le bruit. La régulation émotionnelle est un avantage stratégique. Les personnes qui régulent l'émotion voient au plus loin. Elles remarquent des changements subtils. Elles détectent les contradictions tôt. Elles sentent quand l'énergie change. La régulation émotionnelle n'est pas une suppression, c'est une maîtrise. La maîtrise signifie que les émotions informent l'action sans la commander. Cette compétence vous protège de la manipulation, de la contagion émotionnelle et des conflits inutiles. La relation de l'observateur au pouvoir. L'observateur calme ne cherche pas le pouvoir sur les autres, il cherche la clarté en lui-même. Cette orientation interne change tout. Il n'est pas mené par l'approbation. Il n'est pas ébranlé par le désaccord. Il n'est pas menacé par la différence, parce que sa stabilité ne dépend pas de la validation externe. Cela le rend difficile à manipuler et profondément respecté. Choisir quand s'engager. L'un des plus grands avantages de l'observation est la sélectivité. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout. Vous n'avez pas besoin de corriger tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à plusieurs reprises. L'engagement devient intentionnel, pas habituel. Vous parlez quand cela compte, vous agissez quand c'est important, vous vous retirez quand c'est nécessaire. Cette précision conserve l'énergie et augmente l'impact, quand le calme change la dynamique. La présence calme modifie les dynamiques de groupe. Elle réduit le bruit émotionnel. Elle déplace l'attention. Elle ralentit l'escalade. Dans les moments de tension, l'observateur calme devient l'encre. Les autres cherchent chez lui des indices, même inconsciemment. Cette influence n'est pas forcée. Elle émerge naturellement de la stabilité. L'intégration finale. Comprendre le comportement humain n'est pas une question de domination ou de distance. C'est une question d'alignement. Alignement entre perception et réalité, entre émotion et réponse, entre conscience et action. Quand vous devenez un observateur calme, vous cessez d'être surpris par les gens, vous cessez d'être contrôlé par l'émotion, vous cessez de courir après la clarté à travers l'explication. Vous voyez déjà, et voir clairement, sans urgence, sans peur, sans illusion, c'est là que commence le vrai pouvoir. Pas un pouvoir bruyant, pas un pouvoir agressif, mais un pouvoir tranquille, ancré, inébranlable, le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer, le genre qui dure. Épilogue. Vivre avec clarté. Comprendre le comportement humain ne vous donne pas de supériorité sur les autres. Il vous donne la liberté de la confusion. Cette distinction est importante. Tout au long de ce livre audio, vous avez appris que les gens se révèlent rarement à travers ce qu'ils disent. Ils se révèlent à travers des schémas, des réactions, des silences, la pression et la cohérence. Vous avez vu comment l'insécurité fuit, comment la pression enlève les masques, comment le silence parle et comment le comportement tranquille, répété, dit la vérité bien avant que les mots ne le fassent jamais. Cette connaissance n'est pas destinée à vous durcir. Elle est destinée à vous stabiliser. Quand vous comprenez clairement les gens, vous arrêtez de personnaliser ce qui n'a jamais été personnel. Vous arrêtez d'intérioriser l'incohérence qui n'était jamais à propos de vous. Vous arrêtez de courir
après la clarté de ceux qui ne peuvent pas l'offrir. Et dans cet espace, quelque chose change. Vous devenez plus calme, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous arrêtez de combattre la réalité. Vous arrêtez d'attendre la profondeur de personnes qui vivent en surface. Ouais, vous arrêtez d'attendre la responsabilité de ceux qui l'évitent. Vous arrêtez d'investir émotionnellement là où le comportement a déjà répondu pour vous. Ce n'est pas du retrait, c'est de l'alignement. Voir clairement vous permet de choisir sagement où investir l'énergie, où poser des limites, où rester ouvert et où prendre du recul sans culpabilité. Vous ne réagissez plus au potentiel, vous répondez aux preuves. Ce seul changement peut transformer la qualité de vos relations, de vos décisions et de votre bien-être émotionnel. Comprendre le comportement humain enseigne aussi l'humilité. Vous réalisez que la plupart des gens ne sont pas malveillants. Ils sont conditionnés. Ils protègent des blessures qu'ils ne reconnaissent peut-être même pas. Ils répètent des schémas qui les ont aidés à survivre autrefois. Voir cela ne signifie pas excuser le tort. Cela signifie comprendre la limitation. Et comprendre la limitation empêche la déception de se transformer en amertume. Vous apprenez à rencontrer les gens là où ils sont, pas là où vous souhaitez qu'ils soient y aller. C'est de la maturité. En avançant, rappelez-vous ceci, la clarté ne nécessite pas de confrontation. Vous n'avez pas besoin d'exposer, de corriger ou de défier tout le monde que vous comprenez. Souvent, la réponse la plus puissante est l'ajustement tranquille. Vous observez, vous notez les schémas, vous choisissez en conséquence, pas de drame, pas de ressentiment, pas d'explication nécessaire. L'observateur calme n'annonce pas la conscience, il l'incarne. Et peut-être le plus important, cette compréhension se tourne vers l'intérieur. En devenant plus habile à lire les autres, mais vous devenez également plus conscient de vous-même. Vous remarquez quand vos propres réactions surgissent de la peur plutôt que de la vérité. Vous attrapez la projection avant qu'elle ne déforme la perception. Vous ressentez l'envie d'expliquer, de secourir, de vous dépasser, et vous faites une pause. Cette pause est la croissance. Vous commencez à répondre plutôt qu'à réagir, à choisir plutôt qu'à courir, à vous engager plutôt qu'à vous emmêler. C'est là que l'intelligence émotionnelle devient une expérience vécue, pas seulement une connaissance. Dans un monde plein de bruit, de performances et d'interprétations erronées, la capacité de voir tranquillement et précisément est rare. Elle vous donne de la stabilité là où les autres ressentent le chaos. Elle vous donne de la patience là où les autres se précipitent. Elle vous donne une confiance qui n'a pas besoin de validation. Vous n'avez pas besoin de contrôler les gens. Vous n'avez pas besoin de les changer. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde. Vous devez simplement voir clairement. Parce que la clarté protège votre énergie. La clarté préserve votre paix. La clarté permet la connexion sans illusion et la distance sans culpabilité. Et quand vous vivez depuis cet endroit, calme, conscient, ancré, vous vous déplacez dans la vie avec une force tranquille qui ne peut pas être ébranlée par la confusion ou la tromperie. Vous comprenez les gens. Et grâce à cela, vous vous comprenez. Ce livre vous a accompagné jusqu'ici. Maintenant, prenez 60 secondes et demandez-vous, quelle est la vérité que j'ai entendue aujourd'hui dont j'avais besoin ? Notez-la, gardez-la proche, ou revenez-y. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, téléchargez notre guide complet en PDF sur notre site officiel. Le lien est dans la description. Note de l'auteur. Ce livre a été écrit pour la personne qui en a assez d'être surprise, qui en a assez de rejouer les conversations, de chercher ce qu'elle a manqué, de se demander si elle aurait dû voir venir. Vous avez vu venir. Vous vous écoutiez simplement à travers les filtres mauvais. Ce n'est pas votre faute. Ces filtres sont humains, universels et profondément enracinés, mais ils peuvent être reconnus. Et une fois reconnus, ils peuvent être mis de côté. Ce que vous lisez ici n'est pas un guide pour devenir méfiant. C'est un guide pour devenir libre, libre de la confusion, de la surprise répétée, de l'espoir mal placé. La clarté n'enlève pas la chaleur. Elle lui donne un lieu sûr où vivre. Merci de m'avoir accordé votre temps. Merci de m'avoir laissé entrer dans vos écouteurs pendant votre journée.
c'est là que les vraies conversations ont lieu. Ethan James Collins.